15 des 22 joueurs ici au coup d'envoi ont été formés dans les plus grands clubs du pays, en Division 1. Pourtant, nous sommes à La Louvière, au stade du Tivoli, à un match de 4e division comme notre football amateur en connaît tous les week-ends. Ces 15 joueurs-là ont découvert l'anonymat de ces clubs plus modestes après avoir, toute leur jeunesse, nourri des ambitions bien plus grandes. Ils portaient les maillots d'Anderlecht, de Bruges, de Penn ou de Charleroi, avant d'être un beau jour sommés d'aller voir ailleurs. Ce scénario, des milliers de jeunes l'ont vécu, avec tous comme point commun la conviction qu'ils allaient réussir, qu'ils allaient devenir footballeurs professionnels. Mais ce rêve, moins de 3% le concrétisent en traversant toutes les sélections d'âge et en atteignant l'équipe première du club qui les a vus grandir. Pour les autres, souvent sans avoir anticipé de plan B, c'est un retour brutal au réel qui s'amorce. Nous avons voulu décrypter et questionner ce cycle de production à grande échelle. Que deviennent ceux qui sont écartés de la chaîne? Comment parviennent-ils à se recycler? L'occasion aussi de raconter des histoires à taille humaine, celles de ces victimes collatérales d'un mode de fonctionnement compétitif, élitaire, voire même industriel. Donc ça, c'était ma dernière année à Moucron, ça. Donc ça, c'était contre le Lirs. Mais bon, voilà, à cet âge-là, moi, j'étais donc un fin 89, et je jouais contre des gars qui avaient une tête et demie en plus que moi, quoi. Donc, c'était quand même du costaud, quoi. Et puis, il y a eu Tubize, hein. Donc, Tubize, là, j'ai pas énormément de photos, mais... et puis, après, voilà, c'est terminé, quoi. Et comment ça s'est passé quand tu t'es fait virer de l'Excel? Comment on te l'a annoncé? Comment tu l'as vécu, etc. Alors de l'Excel, j'ai reçu un courrier, donc c'est une lettre qu'on reçoit pour dire qu'on n'est pas forcément viré, mais on prévient que l'année suivante sera compliquée. Donc voilà, après il faut faire un choix, donc soit on reste et on est peut-être à même à ne pas jouer ou à ne pas être repris, ou on s'en va. Donc c'est un petit peu sous-entendre qu'il faut peut-être aller voir ailleurs. Et donc à partir de ce moment-là, oui, ça a été dur. Moi j'ai pleuré. Je pense que j'avais 15 ans, 15 ou 16 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais dans ces eaux-là, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était un rêve qui s'échappait. C'est vrai que quand on est en Division 1, qu'on est là avec tous des jeunes footeux, on y croit à fond. Et puis quand on t'annonce que ça va être compliqué pour l'année suivante, on ne comprend pas forcément pourquoi. Et c'est vraiment les quelques échecs sportifs que j'ai eus, parce que j'ai aussi été viré du foot élite. J'avais fait les tests et j'avais pas été repris alors que j'avais quand même pas mal de potes qui ont été repris. Et donc c'est vrai que là, ça m'a donné vraiment une grosse force de caractère. Ouais. En Belgique, on compte 26 centres de formation élite répartis en 2 niveaux, élite A et élite B. Ces centres de formation sont rattachés à des clubs professionnels sous la responsabilité de la Pro League. Les clubs plus modestes de Wallonie et de Bruxelles sont eux rattachés à l'ACFF, l'aile francophone de notre fédération nationale. 2 mondes bien distincts que l'ACFF parvient à rassembler le temps d'un programme, le foot élite études. Une structure qui permet à quelques 200 jeunes de 14 à 18 ans, répartis dans 5 centres différents, de combiner vie sportive et scolaire. Chadli, Meunier et Witzel sont les plus grandes réussites de ce projet, le premier du genre à avoir été mis sur pied en Belgique, et cela il y a une vingtaine d'années. Ce sont des enfants qui ont des entraînements en journée, ils ont été sélectionnés, donc après ça ils reçoivent un statut de jeunes talents, puisqu'ils sont dans un programme de la fédération. Et 4 matinées, ou du moins 4 entraînements par jour, soit en matinée, soit de début d'après-midi, complémentaires à tout ce qu'ils font dans leur club. Nous, ici à Bruxelles, on fonctionne avec une école pour l'instant. On a un entraînement d'1h15, 1h30, plus le déplacement. Donc c'est vrai que ça prend quand même une bonne partie de la journée. Donc il faut essayer de jongler avec les heures de fourche, de rattrapage, etc. pour que les élèves aient leur cursus scolaire normal, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un aménagement assez compliqué. Ça vient en surplus des entraînements qu'ils ont dans leur club, donc c'est un complément plutôt technique, je vais dire, et tactique, alors que dans les centres, je veux dire, de formation club et élite, bien sûr, ils espèrent de les faire progresser le mieux possible individuellement, mais aussi collectivement, puisque le week-end, il y a le match. Donc là, il y a quand même une approche aussi équipe qui, chez nous, n'apparaît pas, ou très peu. Les exigences techniques, physiques
et mentale du football professionnel rendent désormais le passage en centre de formation quasiment indispensable pour accéder au haut niveau. Un programme comme le foot-études est plutôt un moyen d'intégrer ou de se maintenir dans une académie, car ces jeunes y sont soumis à une importante concurrence et pression. Il faut dire que l'investissement consacré par nos clubs de D1 dans la formation est colossal. En moyenne, 8 à 10% de leur budget total y est dédié. À Anderlecht, cela revient à un investissement annuel de 6 millions d'euros, des moyens qui ne laissent que peu de place à l'erreur pour ces 220 jeunes mauves âgés de 8 à 21 ans. Il y a des sélections assez strictes à l'entrée, on a des profils joueurs qui sont très très bien déterminés, qui sont vraiment détaillés. On a une marge de 20 à 25% par génération, avec dans le monde du football cette particularité qu'il y a des générations exceptionnelles, des générations dorées. Je pense à la génération 99, je pense à la génération 2002, je pense à la génération 2006 qui est en devenir, qui sont des générations un peu plus truffées de talent. Et donc là, on va peut-être atteindre 40, 45, 50% de professionnels. Et puis il y a d'autres années, des générations un peu moins dorées, où on n'atteint pas ce pourcentage. Mais en moyenne, on calcule toujours sur un noyau de 20 joueurs, si on parvient à un cinquième ou un quart, donc ce qui veut dire 4 ou 5 joueurs par génération qui deviennent professionnels, je crois qu'un centre de formation livre du bon travail. Ça passe un petit peu tous les jours. Tielemans. Oui. Le but de Youri Tielemans. Tielemans est l'un des 5 joueurs de sa génération qu'Anderlecht est parvenu à mener jusqu'au football professionnel. Mais attention à ne pas être aveuglé par ce chiffre et ses success stories. Les possibilités sont souvent moindres dans les autres clubs. Les Mauves regroupent dans leur académie certains des plus grands talents du pays. L'équipe première actuelle, riche de 15 jeunes du cru, en est la meilleure illustration. Anderlecht est de très loin le club belge qui compte le plus de jeunes sous contrat. À ses 17 ans, Halim Timassi était l'un d'eux. Sauf que dans le football, nombreux sont les impondérables et c'est une grave blessure qui l'a finalement privé du noyau de l'équipe première. À désormais 20 ans, il vient de rejoindre l'Union Saint-Gilloise pour tenter d'enfin lancer sa carrière après avoir tout connu chez les jeunes en mauvais blanc. C'est incroyable, c'est vraiment les meilleurs souvenirs de ma vie. On s'entraînait, on était les meilleurs joueurs de Belgique. J'avais ma génération 2001, il y a Rivers Karen, on avait des Nicolas Raskin qui joue au Standard. On avait des Jamie Ayimpi, des Kylian Sardella, des Lucas Lissens. Pour te dire, on arrivait en équipe nationale à 12. Ça n'existe pas. On arrivait, c'était Anderlecht qui jouait. C'était vraiment incroyable. On roulait sur toutes les équipes, on ne perdait jamais. On jouait contre des équipes, contre le Barça, contre Manchester City, on gagnait. C'était facile pour nous. On s'amusait, on était vraiment une bonne bande de potes. Mais ça après, plus tu montes, au moins il y a tes potes. J'ai eu la chance de rester le plus longtemps possible. Kylian Sardella, Halim Timassi, Lucas Lissens en last but not least inderdaad Jeremy Doku. 5e, 6e secondaire, c'était vraiment difficile. C'était pas les cours qui étaient difficiles, mais par exemple en 5e, j'ai joué l'Euro. J'étais absent quasi tout le temps. Il y a 2 semaines de qualification, il y a 4 semaines de qualification, puis tu as 1 semaine le tournoi, plus de temps en temps il y a des petits stages où tu pars. Là, c'était vraiment compliqué, mais malgré tout ça, j'ai quand même réussi à réussir mes examens. Et en 6e aussi, j'ai intégré la réserve. Et là, c'est vraiment là que ça a commencé à devenir compliqué. Tous les jours, je ratais 3 heures de cours. Tous les jours. Il y a à peu près 13-14 saisons, on a commencé un projet qui entre-temps est devenu un programme, le Purple Talents, qui nous permet d'assurer aux parents qui lient leur sort au Sporting Club d'Anderlecht, messieurs, dames, si votre fils n'atteint pas le niveau professionnel, sachez qu'il aura un diplôme qui lui permettra plus tard d'être un bon être humain avec des perspectives, avec des possibilités d'insertion dans une vie plus ou moins normale. En matière de formation comme d'accompagnement scolaire, Anderlecht fait office de locomotive dans le football belge. Plus d'un club sur 2 permet désormais des aménagements d'horaires via des partenariats avec des écoles
Les centres de formation développent leur propre réseau pédagogique et en font un atout pour convaincre les parents. Si bien que le modèle du foot élite études de la CFF n'attire plus autant les talents les plus prometteurs. Un contrôle croissant des clubs sur la vie de leurs pensionnaires qui ne fait que renforcer leurs responsabilités éducatives. On leur demande d'être de bons élèves. De bons élèves, ça ne veut pas dire nécessairement ceux qui performent à chaque contrôle, à chaque examen, mais en tout cas qu'ils montrent une attitude positive, engagée au niveau de l'école et régulière. Et nous sommes là pour les aider. Donc ça veut dire on se tient évidemment au courant de leur évolution scolaire depuis le plus jeune âge, depuis le début de leurs humanités. On les suit, on a un responsable éducation qui est chargé de cela et on est en mesure d'apporter un complément, des remédiations, du soutien scolaire aux élèves qui en auraient besoin, sachant que dans un parcours où ils ont parfois 4 séances d'entraînement, parfois 5 séances d'entraînement, c'est vrai que le rythme scolaire, suivre le rythme scolaire, assimiler la charge scolaire n'est pas toujours facile, donc on est là pour les assister, pour les aider. Mais si on constate que ça correspond plutôt à un laisser-aller, à de la négligence, là on intervient dans un autre sens et on leur fait comprendre qu'on n'acceptera pas qu'il y ait des négligences ou qu'il y ait des comportements inadaptés au niveau de l'école dans leur intérêt. Les clubs, les grands clubs comme Charleroi, ils ont les moyens d'offrir une approche comme ça un peu plus personnalisée où il y a tellement de joueurs qui peuvent pas... Je pense que ça dépend de ton statut dans le club. Si t'es un joueur phénoménal, oui, ils vont le faire parce que voilà, t'es une pépite. Ils en ont peut-être une tous les 3-4 ans, donc ils le feront. Mais ils ont tellement de joueurs et là-bas t'as tellement de bons joueurs que non, ils peuvent pas faire... Ils peuvent pas agir personnellement, avoir des approches spécifiques pour chaque personne, c'est impossible. Vous avez en face de vous un petit rebelle, quoi, parce que moi j'ai refusé de faire partie du projet d'Anderlecht. On n'était que 2 à avoir refusé de faire partie de ces projets-là. Parce que le foot, j'aime bien, mais tu vois, tout le temps, genre tu vas à l'école, il y a les gars du foot. Tu vas au foot, tu vois les gars du foot. Non, moi je pouvais pas, tu vois, j'ai besoin d'avoir ma petite sphère à côté. Et aussi, je te cache pas qu'il n'y avait pas les options que je désirais suivre. Tu vois, option foot, option kiné et tout, non. Et franchement, ça me faisait du bien d'un peu couper du foot. J'aimais bien mes copains du foot et tout. Je t'ai dit, on était une bonne bande de potes, mais on se voyait quasi tout le temps. C'est important de séparer les deux, moi, je trouve. Baigner dans le milieu du football presque 24 heures sur 24 peut être usant tant mentalement que physiquement. Et l'échec peut dès lors entraîner d'importantes pertes de repères. Tu entraînes cette technique, est-ce que en match, tu arrives à la concrétiser un peu ? À partir du moment où le sport prend une place très importante dans la vie et pratiquement centrale, donc dans le football, les jeunes joueurs dans les clubs élites, ils veulent pour la plupart devenir professionnels, donc ça prend une grande place dans l'identité personnelle. Dans l'identité du sportif, le fait d'être sportif est très important. Évidemment, un échec va avoir une répercussion presque sur l'ensemble de la personnalité de la personne, tellement ça prend de la place, le sport. Et donc, si un joueur n'a pas des capacités à accepter les échecs, évidemment, ça va avoir des répercussions sur le mental, effectivement sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, des périodes de dépression parfois. Et du coup, ça a des répercussions un peu au niveau scolaire, parce que les jeunes joueurs, adolescents, ils sont un petit peu moins bien, et à l'école, ça va un petit peu moins bien. Du coup, parfois même, ils se disputent même un peu avec leur père ou les parents qui les suivent. Donc, c'est vraiment des spirales négatives. Mais c'est quand même un petit peu dommage que ça soit un peu la sélection naturelle, quoi. Donc, c'est juste ceux qui sont les meilleurs qui, finalement, au niveau mental, qui dépassent ça. Alors qu'il y en a d'autres, c'est vrai que s'ils avaient un petit coup de pouce, à peu de choses près... avec un bon soutien, ils auraient pu devenir joueurs professionnels. Quand j'ai commencé à 12 ans, à mes 20 ans, donc arrivé en réserve, il restait plus que 2 joueurs avec qui j'avais commencé à mes 12 ans. Donc, il y en a qui ont arrêté, je pense. La plupart ont redescendu les échelons comme nous, mais on pourrait facilement en compter une bonne dizaine qui ont arrêté carrément. Ouais, je pense bien. Je pense qu'ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas et je pense qu'ils ont été dégoûtés du foot parce que l'air de rien, on fait plein de sacrifices. Et
Même chose par ce qu'on leur a promis, ce qu'on leur a dit, je pense qu'ils ont été dégoûtés et que voilà, ça a joué beaucoup dans leur tête. Des terrains boueux, des vestiaires exigus et des troisièmes mi-temps qu'on ne soupçonne pas lorsqu'on est en centre de formation. Bienvenue à Mévin, en 2e provinciale, loin de ce que Nicolas Lemaire côtoyait lors de sa formation à Mons, puis à Lokeren en Division 1 en tant que 3e gardien. Ensuite, il n'a plus enfilé ses gants pendant 4 saisons, avant de reprendre l'an dernier ici, dans son club de village. Ça s'est fait à quel moment et est-ce que c'était dur, à ton avis, le fait de faire le deuil de ce rêve-là Comment je vais dire, il n'y a pas vraiment un deuil, parce que j'ai tellement été déçu et dégoûté parce que c'était entre guillemets de la pression permanente, que ce soit en entraînement ou en match. J'ai vraiment été dégoûté d'avoir fait entre guillemets autant de sacrifices pour rien, mais après je me suis dit, ok, j'ai pas le temps de baisser les bras. Comme je vous dis, j'ai une famille, je venais d'acheter une maison, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de pleurer sur mon sort et tout, j'avais vraiment pas le temps à ça. Donc ok, j'ai été déçu, j'ai vraiment été déçu du foot et voilà, c'est tout. Maintenant je passe à autre chose, j'ai eu énormément de chance de pouvoir rentrer à l'usine où honnêtement on gagne vraiment un très bon salaire, mais je sais très bien que si j'étais pas rentré à l'usine, financièrement je serais certainement dans la merde. Ce retour à la réalité, bien loin du cocon des centres de formation, est rarement facile à encaisser. En descendant de division en division, le joueur non conservé effectue le trajet inverse à celui qu'il a lui-même connu quand il quittait son petit club local pour rejoindre un grand centre de formation. Dans ces clubs plus modestes, le va-et-vient est continu, tant les plus grosses équipes viennent y dénicher leurs futures stars. Quand un grand club frappe à la porte pour un jeune, vous êtes un peu démunis On est totalement démunis, oui. Je pense que d'abord, les grands clubs préviennent très rarement les autres clubs quand ils viennent chercher un joueur. Oui, le club reçoit le document comme quoi il se désaffilie, mais on ne sait pas où ils vont, on n'est pas obligé de le savoir. Donc les grands clubs font ça déjà à partir du mois d'octobre ou novembre. Il y a déjà des séances de recrutement qui sont organisées par les grands clubs, puis ils sont à toutes nos rencontres le samedi. Il y a des scouts ici des grands clubs qui viennent, tous les joueurs qui sont approchés et à qui on dit mais tu as vraiment une place chez nous et tu vas avoir une bonne formation, on va t'aider avec l'école, on va t'aider avec d'autres choses au niveau équipement, etc. Les parents et les enfants vont dans 99% des cas suivre les propositions des grands clubs. Je pense que pour les jeunes, ce serait bien d'être répartis dans vraiment tous les clubs professionnels et d'avoir peut-être plus de chances d'évoluer ou d'avoir la chance d'évoluer en équipe première à partir de l'âge de 17-18 ans. À 17-18 ans, Lucas Limbourg n'avait justement toujours pas reçu sa chance en équipe première à Eupen. Alors, sur les conseils de son père, il a cherché une place dans un nouveau club pour grappiller du temps de jeu et se montrer. D'abord à l'étranger, au Luxembourg, avant d'atterrir du côté de Verlaine, dans sa région natale. Mais 5 minutes jouées face à la Louvière en D2 amateur, c'est peu pour un garçon qui, à 21 ans, n'a pas encore fait une croix sur son rêve de devenir professionnel. C'est jamais fini, on va dire. Quand je pense toujours à des carrières comme... je m'imagine pas rejouer à leur niveau ou quoi, mais comme Conte ou quoi qui... On va dire jusqu'à 25 ans et personne ne les connaissait, quoi. Ou comme Vardy. Après, c'est d'autres... c'est encore un autre monde, mais on sait jamais dans la vie. Je crois quand même que malgré tout, dans un coin de ta tête, tu as quand même toujours... Tu n'as pas encore switché sur une vie simple et normale. Non? Tout à fait. Ah oui. Peut-être, hein, je ne sais pas. Vers 20 ans, 21 ans, où les études n'ont pas été investies, où il y a le deuil du footballeur professionnel qui n'a pas été fait. Et donc voilà, il y a des joueurs à 22 ans, 23 ans, ils jouent en P1 ou alors en division 3, des choses comme ça, et ils croient encore qu'ils vont devenir joueurs professionnels, quoi. C'est vrai qu'on entend souvent des sportifs qui disent, les meilleurs joueurs du monde, qui disent oui, moi je savais que j'allais réussir, mais vous imaginez, si tout le monde dit je sais que je vais réussir. La plupart des formateurs émettent des évaluations régulières au fil de la saison.
Si le développement d'un jeune n'est pas conforme aux attentes, on leur demande de s'accrocher, de redoubler d'efforts, et plane alors au-dessus d'eux une menace, celle de recevoir une lettre qui souvent mettra fin à leur aventure au club. Une décision pour laquelle seul le directeur de l'académie a le dernier mot et qui pose donc la question de l'accompagnement post-formation, ainsi que par conséquent celle de la responsabilité des clubs dans cette phase de transition. Je pense qu'un certain nombre de centres de formation font de l'excellent travail pour parvenir à déceler, à former et à conserver les pépites. Mais vous n'avez jamais été chercheur d'or et moi non plus, mais on a vu des films avec des chercheurs d'or et on sait très très bien qu'ils se mettent dans la rivière avec une très très grande ramassette. Ils ramassent beaucoup de gravier au fond de la rivière, ils vont tamiser le gravier et au bout, ils vont se retrouver avec une petite pépite ou éventuellement 2 petites pépites d'or. Et ce qui reste dans le tamis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va le rendre à la rivière. Mais on ne peut pas le rendre à la rivière simplement parce que ce ne sont pas des cailloux, ce sont des êtres humains. Et donc, avant de les rendre à la rivière, il faut les accompagner pour qu'ils puissent trouver leur chemin dans la rivière. Quand on arrive au terme d'une partie du parcours, ça arrive notamment à la fin du parcours du foot à 8, chez les plus petits. Ça arrive évidemment en U21. Il y a ainsi des tranches, qui sont parcourues par les joueurs, au terme desquelles, naturellement, il y a une sélection. Naturellement, il doit y avoir une sélection. Maintenant, quant à dire que l'on accompagne, qu'il y ait un suivi, on suit évidemment l'évolution de ces joueurs, parce que des joueurs ont été jugés parfois un petit peu juste dans l'instant, mais peuvent avoir, par leur parcours, retrouvé ou atteint un niveau qui pourrait les rendre à nouveau intéressants pour le club, Est-ce que donc le suivi du centre de formation, il s'arrête à partir du moment où le joueur ne continue plus avec le club ? Concrètement, on va dire oui, parce que on n'a pas les moyens d'eux. Je crois qu'il faudrait qu'on ait des moyens supplémentaires au sein des clubs pour que ces jeunes qui nous ont fait confiance, qui ont investi de la confiance dans l'institution, qu'on ne les laisse pas nécessairement parfois seuls ou sans soutien. Maintenant, ça, ce sont les institutions. Maintenant, il y a les hommes aussi. Je sais que nos entraîneurs ici gardent beaucoup de contact avec leurs joueurs. Et des joueurs prennent contact avec eux régulièrement. Donc ça veut dire... C'est pas suffisant, mais c'est déjà bien aussi, On essaye de rester en contact. On essaye de rediriger, aider certains joueurs qui ont fréquenté ce centre de formation de nombreuses années, mais nous ne sommes pas un environnement de réinsertion professionnelle. Et ce serait le rôle de qui à ce niveau-là d'assurer ce suivi ? Je crois d'abord parents du joueur. Moi je dis toujours, nous on est responsables pour la partie sportive et les parents sont responsables avec nous pour la partie scolaire éducative. Une fois qu'un jeune joueur quitte le centre de formation ou doit quitter le centre de formation, je crois que les premiers soutiens doivent être ses proches. Et ensuite, il doit rebondir, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit en allant dans d'autres clubs, que ce soit en allant vers des instances qui peuvent l'aider à ce niveau-là. Mais je n'ai pas envie, moi, de prétendre qu'un club de football doit être encore plus large dans ses occupations que ce que nous, on propose déjà aux jeunes joueurs tant qu'ils sont ici. Je pense que c'est d'abord ces clubs qui ont une responsabilité d'aider ces jeunes à re-rentrer dans un parcours normal. Cette assistance psychologique dont vous parlez, ce sont ces clubs qui devraient les fournir à leurs ex-employés, à leurs ex-cadres, même s'ils étaient en formation, avant de les remettre dans le circuit de la vie quotidienne. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité familiale et parentale. Et là, sans doute que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Ce qu'on peut faire pour le monde de l'entreprise, on peut le faire pour des types d'entreprises particulières que sont les clubs professionnels de sport. Et le législateur, il a le pouvoir d'imposer des règles aux entreprises.
Il a donc le pouvoir d'imposer des règles de respect de l'être humain, parce que c'est de ça qu'on parle, aux clubs de football et aux clubs de sport en général. Cette responsabilité vis-à-vis du suivi post-formation est donc pyramidale et partagée, sauf que dans chaque camp, on se renvoie la balle. Joueurs, parents, clubs, ligues sportives, fédérations, et les montants mis en jeu n'aident pas, car la vente d'un jeune pour quelques millions peut couvrir la formation de centaines d'autres, ce qui alimente cet aspect industriel, d'autant que dans notre championnat, les transferts sont un enjeu économique important. En moyenne, cette transaction correspond à 50% des revenus d'un club. Une marchandisation et une médiatisation croissante des jeunes qui peut faire tourner la tête des joueurs ou celle de leurs parents. En attendant, lors de chaque fin de saison, une nouvelle génération de joueurs triés sur le volet cède sa place à de nouvelles pépites, partageant toute cette même détermination, un cycle qui, de l'extérieur, s'apparente à une usine à rêve. Il y a un aspect usine, ouais, on peut appeler ça, mais sans oublier qu'on y est bien. Il y a quand même cet aspect de rêve qui est important, et vivre un rêve pendant plusieurs années, c'est quand même très très plaisant, même si à un moment donné, on doit redescendre de son nuage, quoi. Pour moi, c'est clair que je vais réussir dans le foot. C'est une évidence, c'est ma passion en fait, j'adore ça. Je pense que sur Terre, le meilleur métier, c'est footballeur. Il n'y a personne qui est mieux que nous. Donc je ne vois pas faire autre chose que ça.